La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie, rapporteure de la commission des lois, et ce pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, le 6 mars dernier, nous étions dans cet hémicycle pour adopter à l'unanimité la proposition de loi qui avait été déposée, vous vous en rappelez, par notre collègue Laurence Rossignol, que je salue, et l'ensemble des membres du groupe socialiste, et qui visait à interdire les violences éducatives ordinaires. Quelques semaines auparavant, nos collègues députés avaient adopté un texte similaire à l'initiative de notre collègue Maude Petit, que je salue également et qui est présente dans les tribunes ce soir. C'est cette proposition que nous allons examiner ce soir. Ces deux textes poursuivent le même objectif, ils ont été rappelés par le ministre à l'instant, la lutte contre les violences éducatives ordinaires, ce terme qui m'a toujours choqué, mais qui recouvre à la fois les coups, les gifles, les cris, les humiliations, les insultes, et l'affirmation de la non-violence comme principe d'éducation. Ils répondent à une attente, à une évolution nécessaire de la société, mais ils s'inscrivent aussi dans la continuité de deux lois importantes en matière de protection de l'enfance. Celle du 5 mars 2007, portée par notre collègue président de la commission des lois, Philippe Bas, qui était fort triste de ne pouvoir rester parmi nous pour ce débat, et celle du 14 mars 2016, proposée par nos collègues Michel Meunier, que je salue également, et Muguette Digny, et soutenue à l'époque par notre collègue Laurence Rossignol, alors secrétaire d'État. Chacun sait que la violence ne peut être un mode d'éducation, et pourtant, ces violences que l'on qualifie d'éducatives et d'ordinaires sont encore aujourd'hui communément admises, voire justifiées. Il est en effet établi que 85% des enfants y ont recours dans l'éducation de leur enfant, et pour plus de 50% d'entre eux, avant l'âge de 2 ans. Ces chiffres montrent combien ces pratiques sont encore largement répandues. Et nous ne devons pas les minimiser, même si, bien sûr, et c'est une bonne chose, les mentalités évoluent progressivement. Ils montrent aussi et surtout combien cette prise de conscience collective, qui se fait peu à peu, est nécessaire. Cette prise de conscience repose sur l'affirmation d'un principe simple qui a été déjà rappelé: la violence n'est pas acceptable, qu'elle soit exercée envers un adulte ou envers un enfant. Et c'est tout le sens de la démarche législative qui a été entreprise conjointement et par l'Assemblée et par le Sénat. Depuis près de 20 ans, les recherches scientifiques ont mis en évidence les conséquences néfastes pour l'enfant. Des travaux en neurobiologie ont démontré que l'exposition au stress fragilisait le développement cérébral de l'enfant, ce qui pouvait favoriser des troubles de l'apprentissage ou de la mémorisation, et que ces violences pouvaient conduire l'enfant à intérioriser l'idée d'une violence admise, tolérée à l'encontre des personnes proches, et qui pouvait être ce qu'on appelle un mode de résolution des conflits. Donc cette forme de banalisation du recours à la violence pouvait conduire à cette habitude de son usage lorsque l'on devient adulte, et donc passer, y compris, cela a été documenté, aux violences conjugales. Et donc on voit, la Fondation pour l'enfance a fait ses études, que 75% des maltraitances débutent dans un contexte de punition corporelle et qu'elles en constituent le terreau. Ce n'est donc pas, vous l'avez compris, un sujet anodin ou un sujet anecdotique, comme certains le pensent, et nous avons cette responsabilité comme législateurs de nous assurer de la protection des plus vulnérables. Notre droit, nous le savons, est aujourd'hui insuffisamment protecteur. Certes, le code pénal punit et prohibe toutes les violences commises sur des mineurs, sanctionne leurs auteurs par 3 ans d'emprisonnement, 5 ans lorsque les violences sont commises par un ascendant, donc le parent, mais vous le savez, la Cour de cassation reconnaît aux parents et aux éducateurs ce qu'elle appelle un droit de correction et admet ces violences lorsqu'elles n'auraient pas causé de dommages à l'enfant, on ne sait pas très exactement de quoi l'on parle, elles resteraient proportionnées aux manquements commis, ne présenteraient pas de caractère humiliant et n'auraient pas causé donc de dommages, je le précisais tout à l'heure. Et donc implicitement, elles signifient aux parents, au-delà de l'ensemble de la société, qu'il existerait une sorte de violence nécessaire et acceptable pour l'éducation des enfants, alors même que les études scientifiques que je rappelais tout à l'heure concordent sur les répercussions négatives de ces comportements sur le développement de l'enfant. La proposition de loi qui nous est soumise, vous le savez, car nous avons déjà eu ces débats et en commission et bien entendu dans cet hémicycle au mois de mars, ne modifie pas le code pénal. Elle vise, dans les mêmes termes que nous avons adoptés en mars dernier, ici dans cet hémicycle, à modifier et à le compléter l'article 371-1 du code civil. Elle comporte également 2 articles plus secondaires sur lesquels je reviendrai. Rappelons que cet article du code civil, il est très symbolique car il est lu aux futurs époux au moment de la cérémonie de mariage
et donc il a un intérêt fort dans son énoncé. C'est l'article qui définit l'autorité parentale et c'est l'article qui prévoit l'obligation de protection de la part des parents à l'égard des enfants. Et il sera donc complété par un alinéa affirmant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Cette référence aux violences physiques ou psychologiques inclut donc les châtiments corporels comme les humiliations et toute autre forme de violence. Il ne prétend pas régler à lui seul le problème de la violence éducative. Inscrire dans la loi un principe constitue le cœur d'une éducation bienveillante, permettra d'accompagner le changement social déjà à l'œuvre et de lui donner un fondement juridique. Inscrire dans la loi de façon explicite l'interdiction de toute violence permettra aussi l'évolution de la jurisprudence que j'évoquais tout à l'heure, qui ne pourra plus s'abriter derrière cet attribut implicite de l'autorité parentale que constituerait l'existence d'un droit de correction. Donc poser le principe de cette interdiction permet d'avancer sur ces sujets, mais, et cela a été rappelé à l'instant par le gouvernement, cela permet aussi de nous mettre en conformité avec nos engagements internationaux, puisque l'interdiction de cette violence est énoncée spécifiquement dans la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée en 1990 et dont on fête, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 30e anniversaire. Cette convention qui prévoit une obligation pour les États parties de prendre toutes les mesures législatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique. Vous le savez, la France a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, le Comité européen des droits sociaux, et donc il est nécessaire aujourd'hui d'avancer, d'autant que nous sommes un peu en retard sur la scène européenne. Un grand nombre de pays en Europe ont désormais inscrit ce principe dans la loi, la Suède depuis 40 ans, et en Europe, 23 des 28 pays l'ont fait. À l'échelle internationale, 54 pays sont abolitionnistes, et donc il est temps, nous semble-t-il, de rattraper ce retard. Donc je ne vais pas revenir ici sur les possibles incompréhensions qui pourraient exister sur le sujet, auxquelles nous avons déjà répondu et sur lesquelles nous avons débattu lors de notre précédent débat. Je rappelle simplement qu'il ne s'agit pas de s'immiscer dans le quotidien des familles, mais d'agir en tant que législateur pour favoriser cette prise de conscience collective, encourager la mise en œuvre de programmes de sensibilisation en lien avec les travailleurs sociaux, les conseils départementaux, les professionnels de l'enseignement. Il faut évidemment rappeler la nécessité d'une mobilisation entière des pouvoirs publics pour accompagner cette disposition d'une politique de soutien à la parentalité. Et enfin, rappeler que, je l'ai déjà rappelé 2 fois, que la rédaction de l'article 1er de cette proposition de loi reprend mot pour mot ce qui a été voté dans cet hémicycle au mois de mars dernier. La commission des lois, d'ailleurs, à l'époque, avait pris soin de prendre comme référence ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, car nous souhaitions aboutir à une convergence des textes. Donc nous avons aujourd'hui des textes jumeaux. Le texte qui nous est soumis a 2 articles complémentaires. Le premier qui prévoit l'obligation de formation des assistantes maternelles. Nous avions eu l'occasion d'en parler ici, car notre collègue Boulay-Espéronnier avait souhaité déposer un amendement sur ce sujet. Nous avions à l'époque indiqué que cela était déjà largement prévu, le secrétaire d'État l'avait rappelé, et donc nous n'avions pas retenu cette suggestion, c'est désormais dans le texte. Et enfin, il est prévu dans l'article 2 que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur les politiques de soutien à la parentalité et de formation des professionnels de l'enfance. Ces 2 articles, vous l'avez compris, ne sont pas au cœur du dispositif dont nous parlons ce soir. Le premier est satisfait, je le rappelais. Le second, cette demande de rapport, j'ai appris depuis quelques mois que je suis sénatrice que le Sénat est peu disposé à voter des demandes de rapport, mais le président Bas nous le rappelle souvent, le gouvernement n'était pas dans l'obligation constitutionnelle d'y déférer. Je pense que cet article ne pose pas de frein à l'adoption de ce texte. Donc, il est inutile de prolonger le débat. Nous pouvons, sur une disposition centrale, voter la disposition dans ce texte, puisque nous l'avons voté au mois de mars. La commission a adopté à l'unanimité, et je remercie les collègues qui ont travaillé et réfléchi sur ce sujet pour que nous arrivions à cette unanimité, et le président de la commission des lois qui a joué un rôle important dans cette démarche. Ce texte a été adopté sans modification. Le Sénat sera l'assemblée qui permettra l'inscription dans la loi de l'interdiction de toute violence dans l'éducation des enfants. C'est une modification qui est attendue. La France y est prête. Nous pouvons la rendre concrète et nous ne devons pas passer à côté de cette occasion de faire avancer la protection de l'enfance. Merci, Madame la